Je suis Serena, 32 ans, et je suis la fille responsable, celle qui paie les factures. Ma sœur, Danielle, est celle qui reçoit les cadeaux. Dimanche dernier, mes parents ont annoncé qu'ils lui donnaient la maison familiale. Ta sœur le mérite, a dit ma mère en souriant, tandis que mon père hochait simplement la tête. Le soir même, ma mère m'a envoyé un texto, l'hypothèque est due. Envoie les 2800 $. J'ai simplement répondu, demande à la nouvelle propriétaire. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé, sa voix tremblant de panique. J'ai laissé sonner. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été celui ou celle qui maintient votre famille unie, pour ensuite être traité comme si vous n'aviez pas votre place. La tension m'a frappé dès que je suis entré dans la maison de mes parents dans la banlieue d'Atlanta dimanche dernier. C'était juste un dîner de famille normal, du moins c'est ce que je pensais. J'arrivais directement d'un événement de collecte de fonds pour l'association à but non lucratif où je travaille, donc j'étais encore dans ma simple robe de travail bleu marine. Mon père, Marcus, était rivé au match de football sur l'écran de 65 pouces qui dominait le salon. « Salut, papa » ai-je dit. Il a juste grogné en réponse. « Oh, Serena, tu es là. » Ma mère, Brenda, n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle était assise sur le canapé à faire défiler Facebook. « Vas-y, assieds-toi. Ne bloque pas la télé. L'équipe de ton père joue. » Je suis resté là un instant, invisible dans ma propre maison d'enfance. L'odeur de poulet rôti, habituellement si réconfortante, n'a fait que resserrer mon estomac. C'est alors que j'ai entendu les rires venant de la causeuse. Ma jeune sœur, Danielle, était blottie contre son mari, Chad. Elle avait 29 ans, mais elle agissait toujours comme une adolescente gâtée. Elle tenait un tout nouveau sac à main de créateur d'un blanc éblouissant. « Regarde » a-t-elle chanté, en utilisant le surnom que je détestais. Chad m'a acheté un cadeau juste comme ça. Chad, son mari de 30 ans, a souri d'un air suffisant. C'était un blanc de bucket qui me regardait toujours comme si j'étais quelque chose qu'il avait raclé de sa chaussure. Elle le mérite, n'est-ce pas? Une femme comme ma Danielle a besoin d'être prise en charge. Danielle a fait tournoyer le sac par sa bandoulière, visant son prochain commentaire directement sur moi. Je parie que ce truc coûte plus cher que tout ton salaire, hein? Comment se passe ce petit boulot d'aide aux gens, Serena? Tu sauves toujours le monde pour le salaire minimum? J'ai forcé un sourire crispé. C'est une association à but non lucratif, Danielle. Le salaire n'est pas le but. Nous venons d'obtenir une subvention pour arrêter les saisies immobilières dans le West End. Saisies immobilières? Comme c'est ennuyeux. Elle a ri, se tournant pour enfouir son visage dans le cou de Chad. Chad dit qu'on devrait acheter une deuxième maison. Peut-être au bord du lac. Assez de bavardage, a tonné Marcus, éteignant soudainement la télé. Le silence soudain était choquant. Il s'est levé, étirant ses bras. Il avait 60 ans et avait toujours une présence imposante. Votre mère et moi avons une annonce à faire. Brenda a finalement posé son téléphone, son visage prenant un air de sérieux étudié. Elle s'est déplacée pour se tenir à côté de lui, un front uni. J'ai senti un nœud de peur familier. Les annonces dans cette famille signifiaient rarement de bonnes nouvelles pour moi. Eh bien, commença Marcus, comme vous le savez, je suis avec la firme depuis 40 ans. Brenda et moi avons travaillé dur. Nous avons construit une bonne vie. Nous avons élevé 2 belles filles. Il a fait un signe de tête à Danielle, son regard passant juste à côté de moi. Et maintenant, il est temps pour nous de penser à notre avenir, à notre retraite. Danielle a haleté, ses yeux s'illuminant. Oh, papa, est-ce que tu prends enfin ta retraite? Est-ce que cela signifie qu'on peut aller en Europe? Patience, ma chérie, dit Brenda, lui tapotant le bras. Ton père en vient à la partie importante. Marcus s'éclaircit la gorge. Nous avons parlé à notre avocat. Nous avons mis à jour notre plan successoral. Nous avons décidé que, à compter de notre retraite à la fin de cette année, nous transférerons la propriété de cette maison à Danielle et Chad. Les mots flottaient dans l'air. J'ai reculé physiquement comme si j'avais été frappé. Quoi? J'ai chuchoté. Ma voix semblait mince, inconnue. Brenda s'est précipitée, sa voix sirupeuse et douce. C'est juste logique, chérie. Ta sœur le mérite.
Elle et Chad ont besoin d'un endroit stable pour construire leur famille, pour nous donner les petits-enfants que nous attendons. Nous devons être pratiques, Serena, ajouta Marcus, son ton froid et logique. Tu as 32 ans. Tu es célibataire. Tu vis dans un appartement d'une chambre au centre-ville. Qu'est-ce que tu ferais d'une maison de 4 chambres en banlieue? Daniel en a besoin. Toi non. Je ne sentais plus mes jambes. Je suis aussi votre fille, ai-je balbutié, les mots se sentant faibles. J'ai aidé toutes ces années. J'ai aidé. Oh, ne sois pas si égoïste, Serena, rétorqua Brenda, son doux visage s'évanouissant. Tu es la sœur aînée. C'est ton rôle d'aider ta famille. Tu devrais être heureuse pour Daniel. Elle se pose enfin. Daniel et Chad s'embrassaient, une démonstration théâtrale de joie. Oh mon Dieu, Chad, notre propre maison. Nous pouvons enfin organiser la fête de quartier. J'ai regardé leurs visages joyeux et les expressions dures et résolues de mes parents. Ils en avaient discuté, l'avaient planifié, et ils avaient attendu pour me lâcher cette bombe en personne, entourée de famille, où je ne pourrais pas faire une scène. L'odeur du poulet me rendait malade. Je dois y aller, ai-je marmonné en attrapant mon sac à main. Quoi? Tu ne restes pas pour le dîner, demanda Brenda, agacée. J'ai fait ta salade de pommes de terre préférée. Je n'ai pas faim, ai-je dit, me dirigeant déjà vers la porte. Félicitations, Daniel. Tu le mérites. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti de cette maison, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit que j'avais sacrifié pour sauver, et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis resté assise dans ma Camry de 10 ans pendant 5 bonnes minutes, essayant juste de respirer. L'humiliation était si épaisse que j'avais l'impression d'étouffer. J'ai finalement mis la clé dans le contact, mes mains tremblant. J'étais à mi-chemin de la maison quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de maman. Mon cœur a bêtement bondi. Peut-être qu'elle s'excusait. Je l'ai ouvert. Le message disait « Oh, Serena, ton père a oublié. Le paiement de l'hypothèque est dû demain. Envoie les 2800 $ comme d'habitude. Maintenant que la maison est à Daniel, elle aura besoin de ton aide plus que jamais. Ne sois pas en retard sur le paiement. » Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement dans un état second. Le moteur de 10 ans de ma Camry résonnait fort dans la nuit calme, un contraste saisissant avec la nouvelle Lexus de Chad garée dans l'allée de mes parents. Je suis entré en titubant dans mon logement d'une pièce, celui où je vivais pour maintenir mes dépenses basses, celui pour lequel il me plaignait toujours. Je n'ai même pas allumé la lumière. J'ai juste laissé tomber mes clés sur le comptoir et glissé le long du mur jusqu'au sol, mon sac toujours sur mon épaule. L'humiliation était un poids physique qui pesait sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Ils n'ont pas seulement donné la maison. Ils m'ont effacé. Ils ont célébré mon effacement. Je suis resté assise là dans le noir, complètement vide. Après peut-être 20 minutes, mon téléphone a vibré sur le sol. Un texto. C'était de maman. Ma main tremblait en le ramassant. Étaient-ce des excuses? Écrivait-elle pour dire qu'ils avaient reconsidéré la situation? J'ai ouvert le message. Oh, Serena, ton père a oublié de mentionner quelque chose. Le paiement de l'hypothèque est dû demain. Fais le virement de 2800 $ comme tu le fais toujours. Maintenant que la maison est à Daniel, elle aura vraiment besoin de ton soutien pour démarrer. Ne laisse pas la banque appeler, d'accord? Ça stresse ton père. J'ai lu le texte une fois, puis 2 fois. L'épuisement a disparu, remplacé par une colère froide et aiguë qui m'a instantanément éclairci la tête. Comme d'habitude, ton soutien. Ne laisse pas la banque appeler. L'audace de la chose, l'effronter droit à qui? J'ai agrippé le téléphone, mes jointures blanchissant. Mon esprit a fait un flashback de 10 ans. 2015, j'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'université avec mon diplôme en sciences des données. À peine un mois après avoir commencé mon premier emploi dans l'association à but non lucratif. La crise financière avait finalement rattrapé mon père. Il avait été viré de son emploi bien rémunéré à la banque. Pas seulement licencié, j'allais le découvrir plus tard, mais viré pour une mauvaise gestion catastrophique et des investissements risqués qui lui avaient explosé au visage. Ils avaient 3 mois de retard sur l'hypothèque. L'avis de saisie immobilière était déjà sur la porte. Je me suis souvenu d'être assise à cette même table à manger, mon père, un homme brisé,
me suppliant, « Tu es notre seul espoir, Serena. Tu dois nous sauver. » Sa voix ne tonnait pas alors. Elle était faible, pathétique. Ma mère était encore pire, pleurant, s'accrochant à mon bras. « Nous ne pouvons pas être sans abri, Serena. Ton salaire, il est stable. La banque te fera confiance. Tu es la responsable. » Ils ne demandaient pas, ils exigeaient. Ils m'ont emmené à 22 ans à la banque et m'ont fait signer des papiers rendant mon salaire de 45 000 $ par an responsable de leur hypothèque de 3 000 $. Ils m'ont dit que j'étais co-signataire. Ils ont menti. Ils ont fait de moi le débiteur principal. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Ce n'était pas mon secret. Ils pensaient que mon salaire de 45 000 $ était mon seul revenu. Ils n'ont jamais rien su de mon vrai travail. Pendant que j'étais à l'université, je n'avais pas seulement étudié. J'avais construit quelque chose, un algorithme exclusif pour analyser les risques du marché dans les communautés défavorisées, un outil pour prédire les bulles financières. Le mois avant qu'il ne me supplie de l'aider, j'avais secrètement vendu la démo de première génération de cet algorithme à un petit fonds d'investissement en Suisse. Le prix était de 150 000 $. J'ai regardé cet argent sur mon nouveau compte bancaire secret. Je savais que si je le leur donnais, ils seraient partis en quelques mois, gaspillés en nouvelles voitures, sacs de créateurs pour Daniel et plus de mauvais investissements de mon père. Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai créé Cascade Holdings LLC, une société écran enregistrée dans le Delaware. J'ai utilisé mes 150 000 $ comme capital, puis Cascade Holdings LLC a racheté leur hypothèque à Bank of America pour une bouchée de pain. Pendant 10 ans, Marcus et Brenda Washington n'ont eu aucune idée de qui étaient leurs créanciers. Pendant 10 ans, j'ai payé ce paiement hypothécaire de 2800 $ à moi-même à partir de mon salaire d'association à but non lucratif sur mon compte d'entreprise. J'étais la banque. C'était moi dont ils avaient peur, et ils venaient de donner ma propriété. J'ai regardé ce texto, la bulle bleue brillant dans l'obscurité de mon appartement. Envoie les 2800 $ comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme s'il s'agissait d'un abonnement Netflix, comme si ce n'était pas le sang vital que j'avais drainé de mes propres veines pendant une décennie pour les maintenir à l'aise, comme s'ils n'avaient pas simplement pris l'actif même que je protégeais et l'avaient remis à la seule personne qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Le droit acquis désinvolte de ma mère, le silence négligent de mon père, la célébration avide de Daniel, tout cela s'est réuni en un seul point froid de clarté. Ils ne m'ont pas seulement oublié. Ils m'ont activement effacé. Ils ont pris mon sacrifice, l'ont reconditionné et l'ont appelé un cadeau pour ma sœur. Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Maintenant que la maison est à Daniel, elle aura vraiment besoin de ton soutien, ma propre mère me disant de payer l'hypothèque d'une maison dont je venais d'être déshérité au profit de ma sœur, la sœur qui pensait que le travail de ma vie était ennuyeux. J'ai pensé aux 10 dernières années, à l'appartement exigu d'une pièce dans lequel je vivais, à la voiture de 10 ans que je conduisais. J'ai pensé aux vacances que je n'ai jamais prises, aux beaux vêtements que je n'ai jamais achetés. J'ai pensé aux mensonges que j'avais vécus, faisant semblant d'être la fille pauvre mais responsable, tout cela pour les protéger des conséquences de l'échec de mon père, tout cela pour les empêcher de faire exactement ce qu'ils venaient de faire, dilapider leurs biens. Et qu'ai-je obtenu en retour? Un texto exigeant que je continue à payer pour le privilège de ma propre humiliation. Je me suis levé du sol, mes genoux craquant. La colère était si froide, si pure, qu'elle ressemblait à de la force. Ils pensaient que j'étais le cas de charité de la famille. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la banque de la famille, et la banque était sur le point de réclamer son prêt. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai pris mon ordinateur portable personnel, pas celui que j'utilisais pour l'association à but non lucratif. J'ai ouvert ma liste de contacts sécurisés et j'ai composé un numéro. Ça a sonné 2 fois. Price, vous travaillez tard. Une voix douce et professionnelle est passée sur la ligne. Mademoiselle Washington, pour vous, je travaille toujours. Quelle est la situation? Price était un avocat financier de 50 ans, pointu, aux cheveux argentés et impeccablement vêtu, un avocat blanc de l'une des plus anciennes firmes d'Atlanta. Il était la seule personne sur Terre qui connaissait toute la vérité sur Cascade Holdings. Je l'avais engagé il y a 8 ans lorsque mon algorithme a commencé à générer beaucoup d'argent, et il avait été mon pare-feu depuis lors. C'est le moment, Price, ai-je dit, ma voix stable. Ils ont fait leur mouvement. Dites-moi, mes parents ont officiellement transféré l'acte de propriété de la maison d'Atlanta à ma sœur, Danielle Miller.
Ils l'ont fait sans avertir le prêteur. J'ai entendu le léger bruit de frappe à son bout du fil. Et le prêteur, bien sûr, est Cascade Holdings. Exactement, ai-je dit. C'est une violation directe de la clause du onsal dans l'accord hypothécaire, n'est-ce pas? C'est tout à fait le cas, mademoiselle Washington. La voix de Price était presque joyeuse. Il adorait cette partie. C'est une violation flagrante. Légalement, nous sommes maintenant en droit d'accélérer le prêt. Nous pouvons exiger le paiement immédiat de tout le capital restant. Et quel est ce total encore? Avec le dernier paiement forfaitaire, c'est juste au-dessus de 250 000 $. J'ai pensé à leur visage, à leur choc, à leur incrédulité. Pensez-vous qu'ils en ont la moindre idée? Price a en fait ri. Presque certainement pas. Ils pensent qu'ils ne font que brasser des papiers de famille. Ils pensent que la banque est une entité anonyme en Suisse qu'ils peuvent ignorer. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent de nous remettre les clés du royaume. Ils ont légalement manqué à leur prêt auprès de vous. Bien, ai-je dit. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont fait défaut, mais je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi. Pas encore. Un simple avis d'accélération, alors, de Cascade Holdings citant la violation, exigeant le paiement intégral dans les 30 jours, sinon une procédure de saisie immobilière commencera. Oui, envoyez-le à mes parents et envoyez une copie séparée à la nouvelle propriétaire, Danielle Miller, et à son mari, Chad. Considérez cela comme fait. Il sera envoyé par courrier recommandé et par email dès le matin. Merci, Price. Mon plaisir, Serena. Vraiment. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé en arrière le texto de ma mère, toujours brillant sur l'écran de mon téléphone. Ne laisse pas la banque appeler, d'accord? Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier. Je n'avais plus à être la fille responsable. Je n'avais plus à être la personne la plus grande. Je devais juste être la propriétaire. J'ai tapé ma réponse, je pense que vous devriez demander à la nouvelle propriétaire. Je ne paie plus. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai regardé l'icône livrée apparaître sous le message. Puis j'ai envoyé un autre SMS, celui-ci à Price, envoyer l'avis. J'ai complètement éteint mon téléphone, coupant court à la tempête qui s'annonçait. Je suis allé dans ma cuisine, me suis versé un verre de vin et me suis assise dans le noir. Le silence dans mon appartement était lourd, mais c'était le silence d'un marteau tiré en arrière juste avant de frapper. Les 2 jours suivants ont été presque paisibles. J'ai rallumé mon téléphone, mais seulement pour le travail. Je suis allé à mon bureau à l'association de défense du logement, l'endroit que ma famille considérait comme mon petit projet caritatif. L'ironie était presque trop forte. Je passais mes matinées à conseiller des familles dans le West End, des familles comme la mienne l'avait été il y a 10 ans, des familles confrontées à des saisies immobilières par des prêteurs abusifs. Je leur montrais des failles juridiques. Je les mettais en relation avec des ressources. Je me battais pour elles. Ma collègue Maya, une femme gentille de 40 ans avec des yeux chaleureux et une attitude pragmatique, s'est arrêtée à mon bureau. Tu as l'air fatiguée, Serena. Tout va bien? Ce dîner de famille de dimanche avait l'air de t'avoir épuisé. Je me suis contenté de sourire, en buvant mon café. Tout va bien, Maya. Je fais juste un grand ménage de printemps qui n'a que trop tardé, je me débarrasse de vieilles ordures qui s'accumulent. Maya a hoché la tête, bien qu'elle ait l'air confuse. Eh bien, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu fais du bon travail ici, ma fille. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai apprécié ces mots plus qu'elle ne le savait. La tempête a éclaté mardi après-midi. J'étais en réunion budgétaire avec le conseil d'administration, présentant ma proposition de subvention sur 5 ans. Mon téléphone était sur la table, face cachée, en mode silencieux. Au milieu de ma présentation, il a commencé à vibrer. Ce n'était pas un seul bourdonnement. C'était une série de vibrations incessantes et frénétiques, buzz, 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 pause, buzz, buzz, buzz. Il vibrait si fort qu'il a glissé sur la table en chaîne polie. Les membres du conseil d'administration ont poliment fait semblant de ne pas s'en apercevoir. J'ai gardé une voix parfaitement égale, sans jamais rompre le contact visuel, terminant ma présentation. Merci, Serena. Excellent travail, a déclaré notre directeur. Dès que les applaudissements se sont calmés, je me suis excusé et suis sorti dans le couloir tranquille. J'ai regardé mon écran.
C'était une zone de guerre, 17 appels manqués, 22 SMS, tous de maman, papa et Daniel. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était froid. J'ai calmement appuyé sur l'icône de la messagerie vocale. Le premier message était de ma mère. Sa voix n'était ni chaleureuse ni inquiète. Elle était tranchante, agacée. Serena, tu reçois ces messages? Pourquoi ne réponds-tu pas? Ton père vient de recevoir un email très étrange d'une société, Cascade Holdings. Ils disent que le paiement de l'hypothèque est en retard. Serena, qu'as-tu fait? As-tu oublié de payer? Tu sais, après que nous ayons été si généreux en donnant la maison à Daniel, le moins que tu puisses faire est d'effectuer le paiement à temps. Tu stresses ton père. Répare ça. J'ai ricané à haute voix. J'ai oublié. J'ai supprimé le message et j'ai écouté le suivant. Daniel. Ce n'était même pas des mots au début, juste des sanglots hystériques et saccadés. Serena, qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle crié. Je pensais que tu payais. Chad et moi, nous étions chez Pottery Barn. Nous étions en train de choisir de nouveaux meubles pour le salon. Et il a reçu l'email, lui aussi. Il a dit que si nous n'avons pas cette maison, il ne sait pas si ça va marcher. Il va me quitter, Serena. Il va me quitter à cause de toi. J'ai ressenti un calme étrange et froid. Je ne ressentais rien pour ses larmes. Ce n'était que du bruit. J'ai supprimé le message. J'ai écouté le dernier, le plus récent. Mon père. Sa voix était méconnaissable. Le patriarche tonitruant et sûr de lui avait disparu, remplacé par la panique aiguë d'un animal piégé. Serena, décroche le téléphone. Rappelle-moi tout de suite. Cette société Cascade. Ils ne disent pas seulement que c'est en retard. Ils ont envoyé un autre avis. Ils parlent de saisie immobilière dans 24 heures. Ils réclament la totalité du prêt. Je ne sais pas à quel genre de jeu malsain tu joues, mais tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça tout de suite. Fais-les renoncer. Dis-leur que c'est une erreur. Tu nous ruines. Tu me ruines. Je suis resté là, dans le couloir stérile de mon bureau, l'endroit où je venais tous les jours pour sauver les maisons des gens. J'ai écouté sa supplication frénétique une deuxième fois. Fais-les renoncer. Arrête cette blague. J'ai pris une inspiration lente et profonde. J'ai appuyé sur supprimer sur le message de mon père. Une blague, ai-je murmuré dans le couloir vide. Je n'ai même pas commencé. Je suis retourné dans mon bureau, l'écho de la voix paniquée de mon père résonnant encore dans ma tête. Je me suis assise à mon bureau, les mains parfaitement stables. Il pensait que c'était un jeu. Il pensait qu'il pouvait me crier dessus et que j'allais docilement résoudre le problème que j'avais créé. Il pensait toujours que j'étais la jeune fille de 22 ans qu'ils avaient manipulée pour qu'elle signe ses papiers. Il n'avait aucune idée de qui j'étais devenu pendant les 10 années où ils ont choisi de ne pas me voir. J'ai décroché le téléphone de mon bureau et j'ai composé le numéro de Price. Il a répondu immédiatement. Mademoiselle Washington, je suppose que vous avez eu des nouvelles de la famille. Sa voix était calme, presque amusée. C'est le cas, ai-je dit. Ils sont hystériques, mais ils paniquent à propos de la mauvaise chose. Ils pensent que j'ai oublié un paiement. Ils exigent que j'appelle la banque et que j'arrange les choses avant qu'il n'ait des frais de retard. J'ai entendu Price glousser, un son sec et papier mâché. Il passe toujours à côté du sujet, n'est-ce pas? La rupture n'est pas le retard de paiement. La rupture est le transfert illégal de propriété. Exactement, ai-je dit. Ils pensent qu'ils peuvent m'intimider pour que je paie les $2800. Ils n'ont aucune idée qu'ils ont déclenché la clause de $250 000. Ils pensent toujours que c'est une blague. Je veux que vous leur fassiez savoir très clairement que ce n'est pas une blague. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je comprends parfaitement, Mademoiselle Washington, a répondu Price. Ils pensent qu'ils ont affaire à leur fille. Il est temps de leur rappeler qu'ils ont affaire à leurs créanciers. Je vais rédiger l'avis d'accélération immédiatement. Envoyez-le à tout le monde, Price, par courrier recommandé, email. Je veux que Marcus, Brenda, Daniel et surtout Chad le voient. Considérez que c'est fait. Ils devraient recevoir les emails d'ici la fin de la journée. Les lettres recommandées arriveront demain.
J'ai raccroché le téléphone. Price était efficace. C'était un requin. Et en ce moment, j'en étais reconnaissante. Il n'envoyait pas seulement un email. Il lançait une torpille juridique. Il a rédigé la lettre sur le papier en tête de son cabinet le plus lourd et le plus cher. Ce n'était pas un rappel, c'était une exigence. Je le savais parce qu'il m'avait envoyé le projet pour approbation. La lettre était intitulée, en gras, dans une police professionnelle, avis d'accélération du prêt ET demande des paiements immédiats. Elle était adressée à Marcus Washington et Brenda Washington. Et, comme je l'avais demandé, des copies étaient envoyées par email et par courrier recommandé à Madame Danielle Miller et à Monsieur Chad Miller, les nouveaux propriétaires. Price voulait que toute la famille soit dans le collimateur juridique. Le corps de la lettre était un chef-d'œuvre de froideur et de létalité corporative. Cher Monsieur et Madame Washington, cette lettre concerne votre prêt hypothécaire auprès de Cascade Holdings LLC garanti par la propriété située au 1250 Oakwood Drive. Il a été porté à notre attention que vous avez effectué un transfert non autorisé du titre de propriété à une tierce partie, Madame Danielle Miller, sans le consentement écrit préalable du prêteur. Cette action constitue une violation substantielle de la clause 17A de votre contrat hypothécaire, communément appelée clause de vente due au point. J'ai souri en lisant la partie suivante. Cette violation donne à Cascade Holdings LLC le droit immédiat d'accélérer le prêt. Par conséquent, nous exigeons par la présente le paiement immédiat et intégral du solde du principal impayé, qui à ce jour est de 250 212,48 $. Le paiement intégral doit être reçu à nos bureaux au plus tard 30 jours à compter de la date du présent avis. Le non-respect de cette exigence entraînera l'ouverture immédiate d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la propriété. Cascade Holdings LLC se réserve tous ses droits et recours légaux. Elle était signée, sincèrement, Price & Associates, conseil juridique de Cascade Holdings LLC. J'ai tapé une réponse d'un mot à Price, parfait. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me suis préparé un dîner sain. J'ai arrosé mes plantes. J'ai lu un livre. Je les ai laissés mijoter. Je voulais qu'ils reçoivent les emails. Je voulais qu'ils voient la pièce jointe officielle au format PDF. Je voulais qu'ils ressentent la terreur froide et juridique de ce qu'ils avaient fait. Le lendemain matin, je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions. J'ai aidé 3 familles à renégocier leurs prêts, sauvant ainsi leur maison, et j'ai attendu. Les accusés de réception du courrier recommandé sont arrivés dans ma boîte de réception jeudi matin. Ils les avaient tous signés, Marcus, Brenda, Daniel, Chad. Ils avaient tous tenu la grosse enveloppe crème dans leurs mains. Ils avaient tous lu la demande. J'ai attendu. Le silence était plus lourd cette fois-ci. Pas de messages vocaux frénétiques, pas de SMS paniqués, juste un silence de mort, froid. Ils commençaient enfin à comprendre. À 16 heures, mon téléphone s'est allumé. Ce n'était pas un appel. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais exactement qui c'était, Chad. C'était la première fois qu'il m'envoyait un SMS. Le message ne contenait qu'une seule phrase, un message qui confirmait qu'ils avaient enfin compris la gravité de leur erreur. Il disait, « Espèce de sale garce. Tu sais ce que tu as fait. » J'ai regardé ces mots. J'ai pensé aux larmes de ma sœur, à la rage de mon père, aux exigences de ma mère, et j'ai souri. Oui, ai-je murmuré dans mon appartement vide. Absolument. Ce SMS de Chad était le signal. Je savais qu'il n'allait pas se contenter d'appeler, qu'il n'allait pas se contenter d'envoyer des SMS. Ils allaient venir. C'étaient des animaux acculés maintenant, et ils allaient venir à la source. Je suis allé à mon réfrigérateur et j'ai versé un grand verre d'eau. Je me suis assise sur mon canapé dans le calme de mon appartement, et j'ai attendu. Il leur a fallu 45 minutes. Les coups sur ma porte n'étaient pas une frappe, c'était une agression. Boum. Boum. Boum, comme s'ils avaient l'intention de défoncer la porte. J'ai entendu la voix de ma mère, aiguë et stridente. Serena, ouvre cette porte. Ouvre-la tout de suite. Nous savons que tu es là. J'ai pris une gorgée lente d'eau. Je me suis dirigé calmement vers la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai regardé à travers le Judas. Ils étaient tous les 4 entassés dans le couloir étroit, mon père, le visage rouge de colère, ma mère, le maquillage coulant de larmes, Daniel,
caché derrière Chad, l'air terrifié, et Chad, les bras croisés, essayant d'avoir l'air imposant, mais ressemblant juste à un tyran acculé. J'ai lentement défait le verrou et j'ai ouvert la porte, mais seulement jusqu'à ce que la chaîne de sécurité le permette, un espace de 15 centimètres. C'était tout ce qu'ils méritaient. Ils se sont précipités en avant, pour être arrêtés par le cliquetis de la chaîne métallique. Mon père a mis son visage juste dans l'ouverture, les yeux injectés de sang. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-il rugi, la salive jaillissant de sa bouche. « Tu appelles ce fonds d'investissement ou quoi que ce soit. Tu les appelles tout de suite. Tu es la seule à avoir jamais parlé avec eux. Tu leur dis d'arrêter ça. Tu leur dis que c'était une erreur. Serena, chérie, s'il te plaît. » Ma mère a écarté mon père, son visage apparaissant dans l'espace. Elle était en mode victime manipulatrice à plein régime. « Tu essaies de nous mettre à la rue. C'est ce que tu veux? Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur. Elle vient de se marier. Elle mérite un bon départ. » Mérite, ai-je répété, ma voix calme. C'est un mot populaire dans cette famille. Écoute, Serena, Chad a poussé ma mère à l'écart, sa voix basse et condescendante, essayant de paraître raisonnable. Je ne sais pas à quel genre de petit jeu tu joues. Peut-être que tu essaies d'attirer l'attention, mais je travaille dans la finance. Je sais comment ces prêteurs d'argent dur fonctionnent. Ce ne sont pas tes amis. Ils ne plaisantent pas. Tu as remué un nid de guêpes que tu ne peux pas contrôler. Maintenant, tu dois être une grande fille. Décroche le téléphone et dis-leur que tout cela est un malentendu. Dis-leur que tu vas continuer à effectuer les paiements. Il a souri d'un air suffisant, comme s'il venait de résoudre tout le problème pour moi, la pauvre fille stupide qui travaillait dans un organisme sans but lucratif. Je l'ai regardé. J'ai soutenu son regard à travers l'espace de 15 centimètres. « Tu travailles dans la finance ?» ai-je demandé, ma voix sincèrement curieuse. « C'est exact » a-t-il dit, bombant le torse. « Vice-président associé chez. » « Et selon ton opinion financière professionnelle, ai-je interrompu, as-tu déjà conseillé à ta femme, la nouvelle propriétaire, de lire le contrat d'hypothèque, en particulier la clause de vente due? C'est assez courant. Clause 17A, elle stipule que si le titre de propriété est transféré sans le consentement écrit du prêteur, le prêteur a le droit d'accélérer le prêt. Ce n'est pas un jeu, Chad. C'est un contrat. C'est une erreur financière de base. Surprenant qu'un vice-président associé la rate. Le visage de Chad est devenu vide. Le sourire suffisant arrogant s'est tout simplement dissous. Il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il venait d'entraîner sa femme et ses beaux-parents directement dans un piège juridique. Daniel, sentant sa confiance s'évanouir, a commencé à gémir. « Pourquoi tu ne les appelles pas, Serena? Pourquoi tu me fais ça? Tu es jalouse à ce point. Tu es juste jalouse de Chad et moi. Tu essaies de ruiner ma vie. » Mon père a retrouvé sa voix, tremblant de rage. « Assez de ça. Tu les appelles maintenant. » J'ai regardé les 4 visages désespérés et en colère. J'ai regardé la famille qui m'avait renié tout en s'attendant à ce que je paie leurs factures. « Je ne peux pas » ai-je dit simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas » a hurlé mon père. « Pourquoi pas » a crié Daniel. Je me suis penché en avant, mon visage près de l'ouverture. J'ai regardé au-delà de mes parents, au-delà de ma sœur, et j'ai regardé droit dans les yeux pâles et terrifiés de Chad. « Je ne peux pas les appeler » ai-je dit, ma voix baissant à un murmure calme et clair, parce que je suis Cascade Holdings. Il y a eu un moment de silence pur et mortel dans le couloir. Tous les 4 me regardaient à travers l'espace. L'air crépitait. Puis Chad a ri. Ce n'était pas un rire normal. C'était un aboiement aigu et incrédule. « Toi, a-t-il bafouillé, le visage rouge. Toi, tu es Cascade Holdings? Ne sois pas ridicule, Serena. » Il s'est tourné vers mes parents, ricanant. Elle perd la tête. Elle délire. Il s'est retourné vers moi, sa confiance revenant. Tu travailles dans un organisme sans but lucratif fauché. Ton salaire ne couvre probablement même pas les intérêts de ce prêt, et encore moins le principal. Toi? Tu es le prêteur? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Serena, ce n'est pas drôle. Mon père a rugi, son poing frappant le cadre de la porte. Arrête de mentir.
Ce n'est pas le moment de jouer. Tu nous dis qui sont ces gens. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste soutenu leur regard. Puis je me suis tourné, je me suis dirigé calmement vers la petite table dans mon entrée où j'avais laissé le dossier, et je l'ai ramassé. Je suis retourné à la porte. Tu es l'expert financier, Chad, ai-je dit, ma voix plate. Tu devrais être capable de comprendre ça. J'ai poussé un épais dossier à travers l'espace de 15 centimètres. Lisez-le. Chad a regardé le dossier comme si c'était une bombe. Mon père, impatient et en colère, l'a arraché de ma main. Il l'a déchiré, ses mains tremblant de rage, les autres se sont rassemblés autour, regardant par-dessus son épaule. J'ai observé leur visage alors qu'ils commençaient à lire. J'ai regardé les yeux de mon père scanner la première page. C'étaient les statuts de Cascade Holdings LLC déposés auprès du secrétaire d'État du Delaware, datés d'octobre 2015. J'ai vu son expression faiblir lorsqu'il a lu la page suivante, membre unique et propriétaire, Serena Washington. Chad l'a vu en même temps. Sa bouche s'est ouverte. Non, non, c'est impossible. Ça doit être faux. Continue de lire, papa, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Il a tourné la page, son souffle coupé. C'était l'accord d'acquisition de prêt, un contrat contraignant entre Cascade Holdings LLC et Bank of America, transférant l'ensemble du portefeuille hypothécaire pour 1250 Oakwood Drive. Et en bas, sa propre signature, Marcus Washington, reconnaissant le transfert de sa dette au nouveau prêteur mystérieux il y a 10 ans, un prêteur qu'il n'a jamais pris la peine d'enquêter parce qu'il supposait que je m'en occupais. Mon père est devenu pâle, complètement, mortellement pâle. Les papiers ont glissé de ses doigts inertes, s'éparpillant sur le sol du couloir. Ma mère a vu l'expression sur son visage, et elle a compris. Elle savait que c'était vrai. Marcus, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il fixait juste le nom Serena Washington sur le document juridique à ses pieds. Brenda laissa échapper un son, un halètement blessé, étranglé, et ses jambes la lâchèrent. Elle s'effondra littéralement sur le sol du couloir, ses mains couvrant son visage. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Seul Daniel réagit avec colère, son visage déformé, non pas par la honte, mais par l'indignation. Tu as menti? Hurla-t-elle après moi. Tu as eu de l'argent tout ce temps. Tu as été riche, et tu nous l'as caché. Son accusation était si parfaitement, égoïstement, Daniel, que mon dernier lambeau de pitié s'évapora. Je la regardais, la sœur à qui on venait de donner une maison que j'avais payée. Caché, dis-je, ma voix tranchante pour la première fois. J'ai sauvé cette famille. J'ai sauvé cette maison il y a 10 ans quand la mauvaise gestion de papa a failli vous mettre à la rue. J'ai utilisé mon propre argent, l'argent que j'ai gagné, pour maintenir un toit au-dessus de vos têtes. Je l'ai fait tout en vivant dans cet appartement, en conduisant une voiture de 10 ans, et en travaillant à un emploi que vous méprisez tous. J'ai payé la maison même que maman et papa viennent de te donner gratuitement, juste après m'avoir dit que je n'en étais pas digne. Alors dis-moi, Daniel, qui exactement a menti à qui? Personne n'avait de réponse. Il y avait juste le bruit des sanglots silencieux de ma mère sur le sol et la respiration saccadée de mon père. Je les regardais tous les quatre une dernière fois, la brute, l'enfant chéri, le complice et l'échec. Ma famille. 30 jours, dis-je. Le compte à rebours est lancé. Et sur ce, je déverrouillai la chaîne, fermai la porte et verrouillai le pêne dormant. Le bruit du pêne qui se mettait en place était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je me tenais dans mon appartement silencieux, le bruit du verrouillage du pêne dormant résonnant encore dans mes oreilles. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle un calme froid et clair. Je me dirigeai vers mon bureau et m'assis, ramassant le dossier pour Cascade Holdings. Le visage choqué et pâle de mon père me traversa l'esprit. Il pensait me connaître. Ils pensaient tous me connaître. Ils pensaient que j'étais Serena, la fille calme, belle, légèrement décevante qui travaillait pour une association à but non lucratif pour 45 000 $ par an. Mes yeux dérivèrent vers la photo encadrée sur mon bureau. Elle datait de ma remise de diplôme universitaire. Je souriais, tenant mon diplôme. Mon père se tenait à côté de moi, son bras autour de moi, mais il avait l'air tendu. Ma mère était à côté de lui, son sourire crispé. Cela a été pris juste 3 mois avant que sa vie ne s'effondre. Je me souvenais de cette époque dans les moindres détails douloureux. Ce n'était pas juste un licenciement, comme il l'avait dit à tout le monde,
y compris à Daniel. C'était un licenciement humiliant, mettant fin à sa carrière. Mon père, Marcus Washington, vice-président principal d'une grande banque d'Atlanta, avait été pris en train de faire des investissements sauvagement spéculatifs avec les fonds de ses clients. Il avait perdu des millions. Il était juste du bon côté de la loi pour éviter les poursuites, mais sa carrière était terminée. La honte de cela, l'humiliation d'être escorté hors de son bureau l'avait brisé. C'est cet homme qui était venu me voir, sa fille de 22 ans, me suppliant de sauver la maison familiale. Il n'était pas seulement fauché, il était une honte. Et c'est pourquoi j'avais caché mon argent, non pas pour être trompeuse, mais pour être en sécurité. Je savais alors que mon père ne pouvait pas être digne de confiance avec de l'argent. Je savais que l'amour de ma mère était lié à la sécurité financière. Je savais que Daniel saignerait une pierre à blanc. Mon petit emploi à but non lucratif, comme il l'appelait, n'était pas juste un cas de charité. J'étais analyste principal de données pour un groupe de défense contre la fraude financière. Mon travail, celui pour lequel il me plaignait, était de traquer les prédateurs comme mon père avait failli le devenir. J'avais accès à de vastes ensembles de données complexes sur la fraude hypothécaire, les sociétés écrans et les stratagèmes de prêts prédateurs. Mon travail n'était pas seulement d'aider les gens. C'était de protéger les gens en utilisant la seule chose pour laquelle j'étais vraiment brillante, les données. Cet algorithme que j'ai vendu pour 150 000 $? Ce n'était que le prototype. Au cours des 10 années qui ont suivi, en travaillant dans les tranchées du crime financier, je l'avais affiné. Je l'avais alimenté avec 10 ans de données du monde réel. Ce n'était plus seulement un projet universitaire. C'était l'un des outils d'analyse des risques les plus sophistiqués sur le marché privé. Cascade Holdings n'était pas qu'un nom sur un morceau de papier. C'était ma forteresse. Mon vrai travail, celui qui payait les factures, consistait à concéder une licence pour cet algorithme. Mon salaire d'organisme à but non lucratif était une erreur d'arrondi. Mon revenu réel, l'argent qui provenait d'accords de licence secrets avec des sociétés de capital investissement à Zurich et des fonds spéculatifs à New York, était supérieur à 2 millions de dollars par an, exonéré d'impôts, acheminé par ma société du Delaware. Je vivais dans un appartement d'une chambre. Je conduisais une voiture de 10 ans. Je portais des vêtements simples parce que j'avais vu ce que la poursuite de la richesse avait fait à mon père. J'avais vu comment les personnalités de ma mère et de ma sœur étaient entièrement construites autour de l'affichage de la richesse. Je trouvais tout cela dégoûtant. Je vivais simplement parce que je le voulais. Je n'avais rien à leur prouver jusqu'à ce soir. J'ai regardé les papiers juridiques éparpillés sur mon sol provenant du couloir. J'ai pensé à Chad, à son visage narquois et arrogant. Je travaille dans la finance, la manière condescendante dont il m'avait parlé, la façon dont il s'était si facilement intégré à la dynamique toxique de ma famille. Je me suis tourné vers mon poste de travail sécurisé, celui qui exécutait mon algorithme. L'interface brillait dans la faible lumière. Il pensait que Cascade Holdings était mon secret. Il ne savait même pas quelle était ma véritable arme. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. Cet outil ne servait pas seulement à prédire les tendances du marché. Il servait à trouver la fraude, à trouver la pourriture sous la surface. J'ai ouvert une nouvelle requête et dans la barre de recherche, j'ai tapé un nom, Chad Miller. Je savais que le silence ne durerait pas. Le choc s'estomperait et serait remplacé par le désespoir. Et le désespoir mène toujours à de nouvelles tactiques. Le lendemain, j'ai reçu un SMS de Daniel. Pas une série d'insultes, pas un message vocal paniqué, juste un simple « Pouvons-nous s'il te plaît parler ?» Juste Chad et moi. Nous te rejoindrons n'importe où. S'il te plaît, si. J'ai accepté de les rencontrer dans un café public animé du centre-ville. Pas mon quartier, pas le leur. Territoire neutre. J'ai choisi une petite table dans le coin et j'ai commandé un café noir. Je les attendais. Ils sont entrés, et le changement dans leur comportement était presque comique. Chad ne souriait pas avec suffisance. Daniel ne faisait pas la moue. Ils avaient l'air humbles. Ou du moins, ils essayaient. Chad tenait la main de Daniel, la guidant entre les tables comme si elle était une poupée fragile. Serena, dit Chad, sa voix basse et incroyablement, dégoûtant, sincère. Il se glissa sur le siège en face de moi, tirant Daniel à côté de lui. Merci de nous avoir rencontrés. Je me suis contenté de hocher la tête, en sirotant mon café. Écoute, il se pencha en avant, joignant ses mains sur la table. Hier soir,
nous étions tous émotifs. Des choses ont été dites. Mais je dois te dire, Serena, je suis... Waouh. Je suis juste époustouflé. Il gloussa, secouant la tête comme en signe d'admiration. Toi, Cascade Holdings, tu es un génie. Un véritable génie. Nous n'en avions aucune idée. Je me contentais de le fixer. Viens au fait, Chad. Le fait est, dit-il en souriant, en essayant de faire en sorte que nous soyons unis contre le monde. Le fait est que nous sommes une famille, n'est-ce pas? Et toi? Tu es évidemment brillante. Tu as si bien réussi ta vie. Et Daniel et moi, nous ne faisons que commencer. Daniel, juste à temps, posa sa main sur mon bras. Ses yeux étaient grands ouverts et suppliants. S'il te plaît. Nous avons eu tellement tort. J'ai eu tellement tort. Mais pourtant, tu es riche, n'est-ce pas? Tout ce temps, tu as été riche. Pourquoi vis-tu toujours dans ce minuscule appartement? Pourquoi conduis-tu cette vieille voiture? Elle avait l'air vraiment déconcertée. Tu as tout cet argent, et tu nous laisses te traiter comme ça? Je me fiche de l'argent, Daniel. Tu le sais. Ou peut-être que non. Mais nous, oui, lâcha-t-elle, puis se corrigea rapidement. Je veux dire, nous en avons besoin. Chad essaie si fort, et nous sommes une famille. Tu es ma grande sœur. S'il te plaît, Serena. Tu peux juste faire disparaître ça, n'est-ce pas? La dette. Juste l'effacer. Appelle ça un cadeau de mariage. S'il te plaît. Elle me serra le bras, ses ongles s'enfonçant légèrement. Le désespoir était réel maintenant, se dégageant de deux par vagues. Chad me regardait, ses yeux brillant d'une lumière pleine d'espoir et d'avidité. J'ai regardé le visage suppliant de Daniel. Puis j'ai regardé Chad, l'expert en finance qui suppliait maintenant sa belle-sœur fauchée d'effacer une dette de 4 millions. Et j'ai ri. Ce n'était pas un rire agréable. C'était froid et tranchant. Tous les deux ont tressailli. Un cadeau de mariage, dis-je. Tu veux mon aide? J'ai tourné toute mon attention vers Chad. Son sourire vacilla. T'aider pourquoi, Chad? T'aider à effacer tes traces. Son visage se figea. Quoi? De quoi parles-tu? Je parle des 1,2 million de dollars, Chad, dis-je, ma voix baissant, coupant le brouhaha du café. Les 1,2 million de dollars de l'argent de tes clients. L'argent que tu as investi dans ce stratagème de crypto. Comment ça s'appelait? Ah, oui. Apex Digital Reserve. Celui qui a fait faillite la semaine dernière. Le visage de Chad passa du pâle au gris. Il avait l'air d'être sur le point d'être malade. Ce n'était pas seulement un mauvais investisseur, c'était un voleur. Comment? Murmura-t-il, sa voix se brisant. Comment as-tu? Tu as oublié ce que je fais dans la vie, Chad, dis-je, mes 2 emplois, mon emploi à but non lucratif, nous chassons les prédateurs. Nous voyons ce genre de fraude par affinité tous les jours. Et mon autre travail, mon algorithme, ce n'est pas seulement pour les hypothèques. C'est un outil d'analyse des risques. Il signale les irrégularités. Et toi, Chad, tu es une gigantesque irrégularité ambulante. Je me suis penché en avant, savourant le moment de son démasquage complet. L'algorithme a signalé tes transactions 30 secondes après que j'ai tapé ton nom. Tu as fraudé tes clients. Tu as menti à ta firme. Tu n'as pas seulement perdu leur argent, Chad. Tu l'as volé. Tu n'es pas seulement fauché, tu es sur le point d'être inculpé. Tu es ruiné. Et tu as eu l'audace de venir ici avec ma sœur et de me demander une aumône, en essayant d'entraîner toute ma famille avec toi. Je me suis rassis, en sirotant mon café. Daniel regardait en arrière et en avant entre nous, son visage un masque de confusion. La couleur avait disparu de son visage. Chad, de quoi parle-t-elle? Inculpé? Quoi? Quoi? 1,2 million de dollars? Tu m'as dit que ta prime allait arriver. Tu m'as dit que nous étions riches. Chad ne pouvait pas parler. Il se contentait de me fixer, ses yeux grands ouverts d'une pure terreur animale. La voix de Daniel s'éleva, se brisant. Chad, tu m'as menti. Le café était silencieux pendant un long moment, à l'exception du sifflement de la machine à expresso.
Daniel se contentait de fixer Chad, la bouche ouverte, les mots « tu m'as menti » flottant dans l'air comme une mauvaise odeur. Chad ne pouvait pas la regarder. Il ne pouvait pas me regarder. Il se contentait de fixer la table, son visage de la couleur du ciment mouillé. Il était complètement et totalement brisé. Il fit un seul signe de tête pathétique. Daniel laissa échapper un gémissement qui fit regarder les gens à l'autre bout du café. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était une crise de colère. « Tu m'as dit que tu étais riche » lui cria-t-elle. Elle attrapa son sac à main et sortit précipitamment de la cabine, s'enfuyant du café, le laissant assis là seul. Chad ne la suivit pas. Il se contenta de rester assis là. J'ai terminé mon café, je me suis levé et je l'ai laissé à son sort. La scène chez mes parents, j'ai reconstitué plus tard, était un pur chaos. Daniel était apparemment rentré chez elle en Uber, faisant irruption par la porte d'entrée dans une crise totale. C'est un menteur. Il a menti sur tout, hurla-t-elle en jetant son sac à main coûteux contre le mur. Il frappa avec un bruit sourd. Il n'est pas riche. C'est un voleur. Il va être inculpé. Il n'a pas de prime. Il a perdu tout l'argent de ses clients. Ma mère, Brenda, ne la réconfortait pas. Elle arpentait le salon, ses mains se tordant, son visage un masque de fureur pâle. Je le savais, siffla-t-elle, plus pour elle-même que pour Daniel. Je savais que c'était de sa faute. De sa faute ? Hurla Daniel. C'est la faute de Chad. Non. Brenda se retourna vers elle. C'est la faute de Serena. Elle a fait ça. Elle nous a tous piégés. Elle nous a pris au piège. Elle savait. Elle l'a admis. Elle savait qu'il était un escroc depuis le début, et elle l'a laissé épouser. Elle l'a laissé entrer dans cette famille. L'a laissé faire naître nos espoirs, tout ça pour pouvoir faire ça, tout ça pour pouvoir nous humilier et prendre la maison. Mon père Marcus abattit sa main sur la table de la salle à manger si fort que le centre de table sauta. Elle a raison, grogna-t-il, sa voix épaisse d'une rage que je connaissais bien. Elle savait. C'est ça le problème. Elle savait. Elle est assise sur des millions de dollars en gérant son petit programme d'espionnage, et elle s'est juste assise en arrière et nous a regardé, m'a regardé te donner la maison. Elle m'a laissé me ridiculiser. Elle aurait pu nous prévenir. Elle aurait pu me le dire, mais elle a laissé ça arriver. Elle voulait que nous tombions juste pour pouvoir être celle qui est au sommet. Comment ose-t-elle faire ça à sa propre famille? Comment ose-t-elle? Le récit était établi. Ce n'était pas la faute de Chad d'être un criminel. Ce n'était pas leur faute d'être avide et aveugle. C'était ma faute de le savoir. J'étais dans mon bureau le lendemain sur une ligne sécurisée avec Price. Alors il dit, je suppose que la réunion avec Monsieur Miller ne s'est pas déroulée comme il l'espérait. C'est un escroc, Price, dis-je en regardant par ma fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Un criminel en col blanc ordinaire et désespéré. L'algorithme a tout trouvé en quelques secondes. Il a blanchi l'argent des clients par le biais d'un portefeuille de crypto-morts. Mon Dieu, dit Price, bien qu'il n'ait pas l'air surpris. Et la famille, ils le savent, ou du moins ils savent qu'il est ruiné. Je lui ai transmis la série de SMS que j'avais reçus de ma mère depuis hier soir. Ils étaient dérangés. Tu vas payer pour ça. Tu as ruiné la vie de ta sœur. Tu nous as fait ça exprès. Tu n'es pas ma fille. Tu vois le schéma, n'est-ce pas, Price, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Ils ne sont pas en colère que Chad ait fraudé ses clients. Ils ne sont pas en colère qu'il leur ait menti. Ils ne sont même pas en colère qu'il soit un criminel. Ils sont en colère que je l'ai découvert. Ils sont en colère que ce soit moi qui ai le pouvoir et pas eux. Tu les as exposés, Serena, dit Price, sa voix calme. Et ils ne peuvent pas te le pardonner. Ils sont désespérés. Ils n'ont pas d'argent, pas de maison, pas de levier. Chad est un navire qui coule. Quel est leur prochain coup? J'ai pensé au désespoir de ma mère, à la fierté toxique de mon père, aux besoins insatiables de ma sœur. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait, dis-je. D'abord, ils supplieront. Ensuite, ils essaieront de me manipuler avec la culpabilité en utilisant la carte de la famille. Et quand cela ne fonctionnera pas, ils essaieront de me détruire. J'avais raison. La mendicité a cessé. La manipulation a échoué.
Et ainsi la guerre a commencé. Ma mère, Brenda, était une maîtresse du récit. Si elle ne pouvait pas me contrôler avec la culpabilité, elle essaierait de contrôler tout le monde avec des mensonges. Mon téléphone a commencé à sonner, mais ce n'était pas la rage paniquée de mon père ou les sanglots de Daniel. C'étaient des numéros dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Le premier appel venait de ma tante Janine, la sœur de ma mère. J'ai décroché naïvement, pensant qu'elle vérifiait peut-être comment j'allais. Serena, ma chérie. Sa voix dégoulinait d'une fausse inquiétude sirupeuse. Je viens de raccrocher avec ta mère, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Elle est complètement désemparée. Elle dit que tu as trouvé de l'argent, et ça t'a juste rendu froide. Elle dit que tu essaies de les expulser de leur propre maison. Serena, ton père est malade d'inquiétude. J'ai essayé d'expliquer. Tante Janine, ce n'est pas ce qui se passe. Le sang, c'est le sang, Serena. Elle m'a coupé, sa voix soudainement dure. Je ne sais pas quel genre de querelle tu as, mais tu ne mets pas tes parents à la rue, pas après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ta mère est une bonne femme, et elle a le cœur brisé. Tu dois arranger ça. Tu dois t'excuser. Elle a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. Puis vinrent les SMS. Mon oncle David, le frère de mon père, Marcus est un homme fier. Que tu le fasses honte comme ça est un péché. Un cousin que je n'avais pas vu depuis 5 ans, j'ai entendu dire que tu es millionnaire maintenant. Je suppose que tu es trop bien pour la famille qui t'a élevé. Le coup de maître fut l'email de leur pasteur, le pasteur Brown. Il a écrit que ma mère et mon père étaient venus le voir dans une grande détresse spirituelle et qu'il était profondément préoccupé par mon cœur endurci et que j'avais perdu mon chemin. Il voulait que je vienne pour une séance de counseling familial afin de trouver un chemin de retour au pardon et au devoir familial. Il peignait un chef-d'œuvre de tromperie. L'histoire était simple et efficace, Serena, la fille calme et ingrate, était secrètement devenue riche, et la première chose qu'elle avait faite avec son argent avait été de devenir un monstre, en collusion avec une banque impitoyable appelée Cascade pour expulser ses parents aimants et détruire sa jeune sœur par pure jalousie amère. Ils ont commodément oublié de mentionner que Cascade, c'était moi. Ils ont oublié de mentionner que j'avais sauvé cette maison. Ils ont oublié de mentionner que le bonheur de Daniel était construit sur une base de mensonges et de fraude. Non, j'étais la méchante, la vieille fille froide, riche et rancunière. Je suis restée assise là, mon téléphone vibrant de la colère de parents qui n'avaient jamais une seule fois appelé pour me demander comment j'allais. J'étais épuisé. J'avais passé 10 ans à construire une forteresse d'indépendance financière, pour me rendre compte que la guerre ne portait pas sur l'argent, elle portait sur la réputation. Et dans ce domaine, ma mère était un général. Je ne pouvais pas me battre contre ça dans l'ombre. Je ne pouvais pas envoyer des lettres de cessation et d'abstention à mes propres tantes. Ignorer ça ne ferait que laisser leurs mensonges prendre racine. Ils traînaient mon nom dans la boue, empoisonnant chaque puits, retournant toute ma communauté contre moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Price. Price? C'est pire que je ne le pensais. Ils ne sont pas seulement désespérés, ils ont lancé une campagne de diffamation à grande échelle. J'ai expliqué les appels, les SMS, le pasteur. J'ai expliqué le récit qu'ils étaient en train de construire. Ils me présentent comme la millionnaire sans cœur qui attaque sa pauvre famille aimante. Ils font de moi le prédateur. Price est resté silencieux pendant un moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était froide. C'est un coup classique de désespoir, Madame Washington. Ils n'ont aucun fondement juridique, alors ils recourent à l'assassinat de personnages. Ça marche, dis-je, me sentant fatigué. Ils essaient de me faire honte pour que je recule. Ils veulent rendre cela aussi public et aussi douloureux que possible. Alors, que voulez-vous faire? Nous pouvons envoyer quelques lettres d'avertissement. Non, dis-je, une nouvelle résolution se durcissant dans ma voix. Plus de lettres. Ils veulent un drame public. Ils veulent un public pour entendre leur version de l'histoire. Ils veulent un spectacle. Je me suis levé et je me suis dirigé vers ma fenêtre. Bien, nous allons leur donner un spectacle. Nous allons leur donner le plus grand spectacle qu'ils aient jamais vu. Il est temps de préparer la scène pour l'acte final. J'ai laissé la campagne de diffamation faire rage pendant encore 24 heures. Je les ai laissés empoisonner le puits. Je les ai laissés m'appeler un monstre, une fille ingrate, une sœur jalouse. Je les ai laissés se sentir à l'aise dans leurs mensonges. Puis,
vendredi matin, j'ai agi. Je n'ai pas répondu au SMS auto-justificateur de tante Janine. Je n'ai pas retourné le message vocal en colère d'oncle David. Je n'ai certainement pas répondu à l'offre de counseling du pasteur Brown. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouvel email. Mes doigts étaient stables sur le clavier. J'en avais fini de jouer la défense. J'étais en train de tendre un piège, et je l'appâtais avec la seule chose à laquelle il ne pouvait pas résister, la vérité, présentée selon mes conditions. L'email était simple, formel et professionnel. La ligne d'objet disait « Réunion de famille concernant le 1250 Oakwood Drive et les finances associées ». Je l'ai envoyé à une liste très précise, Marcus Washington, Brenda Washington, Daniel Miller, tante Janine, oncle David, et, pour faire bonne mesure, le pasteur Brown, tout le comité de campagne de diffamation. Le corps de l'email disait « À ma famille inquiète, il est venu à mon attention qu'il y a une quantité importante de désinformations et de conjectures qui circulent actuellement concernant ma relation avec mes parents et la situation financière de la maison familiale. La situation est bien plus complexe qu'elle n'a été dépeinte. Dans un souci de transparence totale et pour clarifier toute confusion une fois pour toutes, je vous invite à une réunion de famille formelle. La réunion aura lieu ce samedi 19 novembre à 10h du matin. Elle aura lieu dans la salle de conférence principale des bureaux de mon avocat, Price & Associates. Je serai présente avec mon avocat. J'aurai tous les documents financiers pertinents, les contrats et la correspondance des 10 dernières années à votre disposition pour examen. Je suis prête à présenter toute la vérité nue de cette affaire depuis le début. Si vous êtes tous aussi vraiment préoccupés par la vérité et le bien-être de cette famille que vos récents messages le suggèrent, j'espère que vous ferez de votre priorité d'être là. Merci de confirmer votre présence avant la fin de la journée. J'ai signé simplement « Serena ». J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai attendu. La réponse a été presque immédiate. Elle ne m'est pas parvenue, elle est arrivée sous forme de rafale d'appels entre eux. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, ma mère, Brenda, au téléphone avec tante Janine, sa voix un mélange d'indignation et de triomphe. Pouvez-vous croire ça? L'audace d'appeler à une réunion formelle dans le bureau chic de son avocat. Je pouvais presque entendre la réponse de ma tante Janine. Elle essaie de nous faire peur, Brenda. Elle utilise son argent pour essayer d'intimider sa propre mère. Puis le dernier conciliabule, mon père, ma mère et Daniel debout dans la cuisine de la maison même qu'ils étaient sur le point de perdre. Ils avaient lu l'email. Ils avaient entendu parler de la famille. Ils étaient acculés, mais ils pensaient toujours détenir les cartes de la moralité. Ils pensaient toujours que la famille était une arme que seuls ils étaient autorisés à utiliser. Mon père était probablement en colère. Pour qui se prend elle? Nous traîner au bureau d'un avocat comme si nous étions des criminels. Mais ma mère sourirait. Je connaissais ce sourire. C'était celui qu'elle avait juste avant de penser qu'elle était sur le point de gagner, de porter le coup de grâce final. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, claire comme le jour, se tournant vers mon père avec un regard de froide détermination. Bien, dirait-elle, ses yeux se rétrécissant. Laisse-la faire. Elle veut nous embarrasser devant son avocat chic. Elle veut rendre ça public. Très bien, nous irons tous. Ses tantes, le pasteur, se présenteront, et nous laisserons cet avocat voir exactement pour quelle fille froide, sans cœur et ingrate il travaille. Nous allons lui montrer ce que signifie vraiment la famille. Samedi matin, 10h pétantes. La salle de conférence de Price & Associates était au 40e étage dominant tout Atlanta. C'était une pièce conçue pour intimider. Une seule et massive table en acajou poli reflétait la lumière grise du matin. Les chaises étaient en cuir noir à dossier haut. L'air était froid et sentait légèrement le cirage à bois et l'argent. Ce n'était pas un salon, c'était une salle de conseil. Ils sont arrivés ensemble, comme je savais qu'ils le feraient, une petite bande d'indignation. Mon père Marcus est entré en premier, essayant d'avoir l'air imposant dans son plus beau costume, mais il avait juste l'air raide et mal à l'aise. Ma mère, Brenda, a suivi, ses yeux rougis, mais son expression dure et défiante. Elle portait son dimanche comme pour aller à l'église. Tante Janine était avec elle, serrant son sac à main comme un bouclier, son visage figé dans un masque de « je suis juste là pour le soutien auto-justificateur ». Et puis il y avait Daniel. Elle traînait derrière eux, pâle et les yeux creux. Elle ne portait pas de vêtements de marque, juste une simple robe noire. Elle avait l'air perdue. Elle ne me regardait pas, Chad était introuvable. Il était,
comme Price l'avait découvert, actuellement occupé à liquider ses actifs et à essayer de trouver un avocat qui travaillerait gratuitement. Ils sont tous entrés et se sont assis d'un côté de la table massive, se regroupant, une formation claire de nous contre elle. De l'autre côté était assise mon équipe. Mon avocat, Price, était à la tête de la table, ses cheveux gris argentés parfaitement en place. Il portait une chemise blanche impeccable et une simple cravate sombre. Il avait l'air ennuyé, ce qui le rendait encore plus intimidant. Je me suis assise à sa droite dans une simple robe bleu marine, mes mains pliées calmement sur un bloc-notes juridique. Et à ma gauche était assise Maya, ma collègue de l'organisation à but non lucratif. Elle était vêtue de façon professionnelle, tenant un bloc-notes et un stylo, son expression aimable mais illisible. Ma famille a fixé Maya. Ils ne savaient pas qui elle était. Tante Janine supposait probablement qu'elle était une secrétaire là pour prendre des notes. Ils l'ont congédiée tout comme ils avaient toujours congédié toute ma vie professionnelle. Ils n'avaient aucune idée de pourquoi elle était vraiment là. Le silence dans la pièce s'est étiré pendant 1 minute entière. Le seul bruit était le bourdonnement silencieux de la climatisation. Mon père ne pouvait pas le supporter. Il avait besoin d'être aux commandes. Il s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant trop fort dans cette pièce insonorisée. « Très bien, Serena », commença-t-il en pointant un doigt sur moi à travers la table. « Tu nous as tous fait venir ici. Tu as convoqué cette réunion ridicule. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une tribune? Tu veux des excuses publiques? Parce que laisse-moi te dire tout de suite, ta mère et moi n'allons pas en faire. Bonjour, monsieur Washington. » La voix de Price coupa la tirade de mon père comme un scalpel. Elle n'était pas forte, mais elle avait un poids qui arrêta net mon père. Sa bouche se referma brusquement. Price ne leva même pas les yeux de ses papiers. Lentement, méthodiquement, il mit une paire de lunettes de lecture. « Merci à tous d'être venus. Établissons les règles, si vous le voulez bien. » Il leva les yeux, son regard balayant chacun d'eux. Il ne s'agit pas d'une dispute familiale. Il ne s'agit pas d'une négociation, et vous n'êtes pas aux commandes ici. Il s'agit d'une présentation formelle d'informations demandée par ma cliente, Mademoiselle Washington, afin de corriger une campagne de désinformation importante et préjudiciable. Il regarda directement tante Janine et ma mère. Vous êtes ici en tant qu'invité dans un cabinet d'avocats privé. Vous serez courtois. Vous n'interromprez pas. Vous écouterez après que Mademoiselle Washington aura présenté les faits. Vous serez libre de partir. Est-ce clair? Tante Janine ouvrit la bouche puis la referma. Le visage de mon père prenait une teinte dangereuse de rouge, mais pour la première fois de sa vie, il se trouvait dans une pièce où sa colère ne signifiait rien. La dynamique du pouvoir avait tellement changé qu'elle leur avait tous donné le vertige. Ils n'étaient plus dans leur salon. Ma mère, essayant de reprendre le contrôle, se contenta de renifler. C'est absurde. C'est notre fille. C'est ma cliente, dit Price, sa voix définitive. Il me regarda. Je lui fis un simple et léger signe de tête. Excellent, dit Price. Il prit une petite télécommande sur la table. Commençons. Il pointa la télécommande vers le mur du fond. Avec un léger clic, un grand écran descendit du plafond, et un projecteur se mit à vrombir, inondant le mur d'une lumière blanche éclatante. La première diapositive se mit en place, son titre en lettres noires grasses que personne ne pouvait ignorer, l'histoire financière de Marcus et Brenda Washington, de 2015 à aujourd'hui. La première diapositive était intitulée « Situation financière, Marcus Washington, 2015 », et juste en dessous, il y avait un document scanné de Bank of America. Il s'agissait d'un avis formel d'intention de saisie immobilière au 1250 Oakwood Drive. Un souffle collectif émana du côté de la table de ma famille. Tante Janine se pencha en avant, plissant les yeux. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Price dit, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, « C'est l'avis de saisie immobilière que les parents de ma cliente ont reçu en octobre 2015. Ils avaient 3 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. Monsieur Washington, ayant été récemment licencié de son poste pour mauvaise gestion financière, n'avait aucun revenu. Ils étaient, pour le dire simplement, sur le point d'être sans abri dans 2 semaines. J'observai le visage de mon père, la couleur rouge s'en alla, remplacée par un gris pâle et maladif. C'était sa honte la plus profonde, l'échec qu'il avait enfoui pendant une décennie, maintenant projeté sur un mur de 3 mètres pour que sa famille le voie. Tante Janine regarda ma mère.
Brenda, quoi? De quoi parle-t-il? Tu m'as dit. Tu m'as dit que Marcus avait pris une indemnité de départ. Tu m'as dit que vous alliez bien. Les lèvres de ma mère se pincèrent. Nous avons géré ça. C'était une affaire de famille privée. Exactement, dit Price, et il cliqua sur la diapositive suivante. C'était géré. La diapositive était intitulée « Cascade Holdings LLC, Constitution et acquisition ». Sur la gauche se trouvaient les statuts constitutifs de l'État du Delaware, avec mon nom, Serena Washington, clairement indiqué comme seul membre. Sur la droite se trouvait le contrat d'achat de prêt exécuté entre Bank of America et Cascade Holdings. La mâchoire de tante Janine se décrocha littéralement. Serena, tu as acheté l'heure. Elle se tourna vers ma mère, sa voix n'étant plus encourageante, mais aiguë et accusatrice. Brenda, qu'est-ce que c'est? Tu as dit qu'elle était de connivence avec une banque étrangère. Tu as dit que c'était des prédateurs. C'est son nom. La contenance de défi de ma mère finit par se briser. Elle se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment sur le sol. Elle nous a piégés. Elle nous a menti. Elle avait de l'argent et elle ne nous l'a jamais dit. Veuillez vous asseoir, Madame Washington, ordonna Price. Nous n'avons pas terminé. Mon père, ayant l'air complètement vaincu, la tira en arrière dans sa chaise. Brenda, tais-toi. Tais-toi, un point c'est tout. Price cliqua sur la diapositive suivante, le registre des paiements, de 2015 à 2025. L'écran se remplit d'un énorme tableur, 10 ans de données, 12 mois par an, 120 paiements, chacun documenté. Date, 1er novembre 2015. Montant, $2,800. Source, Cascade Holdings. Comme vous pouvez le constater, Nara Price, Cascade Holdings. Ma cliente a fidèlement géré ce prêt pendant 120 mois. Jamais un paiement en retard, jamais un seul défaut, gardant cette famille dans cette maison. Il utilisa ensuite son pointeur laser pour mettre en évidence plusieurs lignes éparpillées au cours des années, toutes colorées en rouge. Ces lignes rouges sont particulièrement intéressantes. Ce sont des mois où le paiement de M et Madame Washington à Cascade a été retardé. Vous verrez ici à ces dates un transfert correspondant du compte d'épargne personnelle de Mademoiselle Washington, celui rattaché à son salaire d'organisme à but non lucratif, vers le compte Cascade pour couvrir le paiement afin que le prêt ne soit jamais, même techniquement, en défaut. Il en souligna un. Décembre 2018, Noël, ils ont oublié de faire leur paiement. Mademoiselle Washington l'a couvert. Mai 2020, ils ont acheté un nouveau mobilier de patio. Mademoiselle Washington l'a couvert. Août 2022, ils ont payé la deuxième réception de mariage de Daniel. Mademoiselle Washington l'a couvert. La pièce était d'un silence de mort. Tante Janine regarda ma mère, son visage un masque d'incrédulité. Brenda, tu m'as dit. Tu m'as dit que tu lui payais le loyer. Tu m'as dit qu'elle avait des difficultés. Tu m'as dit que tu avais remboursé cette maison il y a des années. Le visage de Brenda était blanc. Elle était piégée. Tous ces mensonges étaient sur un tableur. Ça n'a pas d'importance, finit-elle par exploser, sa voix un cri désespéré. Alors elle a payé, et alors? C'est ma fille. Son argent, c'est mon argent. C'est ce qu'elle est censée faire. Une fille est censée prendre soin de sa famille. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je n'avais pas dit un mot. Je restais juste assise là à la regarder. Finalement, je me penchai en avant, ma voix calme mais portant à travers la table. Alors pourquoi, maman, demandai-je. Si mon argent a toujours été ton argent, pourquoi ma carrière n'a-t-elle jamais été une vraie carrière? Pourquoi ma vie n'a-t-elle jamais été une vraie vie? Tu ne revendiques mon succès que lorsque tu as besoin d'encaisser le chèque. Tu ne me revendiques que lorsque tu as besoin de quelque chose. La bouche de ma mère s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. Elle n'avait pas de réponse. L'écran devint noir, puis s'illumina à nouveau avec la diapositive suivante. La voix de Price coupa l'attention. Ce qui nous amène, dit-il, au présent, deuxième partie, l'avenir de la propriété. Price cliqua sur la télécommande. L'écran devint noir et le projecteur se mit à vrombir en silence. Il enleva ses lunettes, les polit lentement et regarda mon père. Cela, dit-il, nous amène à la réalité juridique.
Le préavis de 30 jours pour paiement intégral a expiré hier à 17 h. Depuis ce matin, Cascade Holdings est légalement en droit d'entamer une procédure de saisie immobilière et de saisir la propriété. Ma mère laissa échapper un petit couinement terrifié. Tante Janine avait l'air sur le point de s'évanouir. Je pris la parole pour la deuxième fois, ma voix coupant le lourd silence. Le délai de 30 jours est terminé, confirmai-je, en les regardant chacun. La saisie immobilière aura lieu. C'était le moment où la réalité s'est finalement concrétisée. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une discussion familiale. C'était une exécution juridique. Non, hurla Daniel, se jetant en avant, ses mains frappant la table. Non, tu ne peux pas, Serena. S'il te plaît. Où allons-nous vivre? Où vais-je aller? Il est parti. Chad est parti. Je n'ai rien. Tu ne peux pas prendre la maison. S'il te plaît. Brenda sanglotait ouvertement maintenant, ses mains serrées sur sa poitrine. Tu ne peux pas faire ça, Serena. Nous sommes ta famille. Ta famille. Tu ferais de ta propre mère et de ton propre père des sans-abri? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es un monstre. Un monstre froid et sans cœur. Mon père, Marcus, le visage un masque de rage violette, finit par exploser. Il se leva, pointant son doigt sur moi, tremblant. Tu fais ça, et tu n'es plus ma fille. Tu m'entends? Tu es morte pour moi. Quand je mourrai, tu n'auras pas un centime. Tu n'auras pas ça, rien. Tu seras rayé du testament. Tu n'auras rien. Sa menace, celle qui était censée être son arme ultime, resta suspendue dans l'air. Je le regardais, son visage tordu et en colère, et je ris. C'était un rire calme et triste. Papa, dis-je, je suis milliardaire. Mon algorithme est licencié par la moitié des fonds spéculatifs de l'hémisphère nord. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'en ai jamais eu besoin. Les 45 000 $ que j'ai gagnés à l'organisme à but non lucratif, c'était juste ce que je me payais pour mon travail de jour, mon vrai travail. Tu n'as même jamais pris la peine de te renseigner à ce sujet. Je laissais cela s'installer. Milliardaire. Le mot resta suspendu dans la pièce, aspirant tout l'air. La bouche de tante Janine était grande ouverte. Daniel cessa de pleurer, son visage juste un masque de choc stupide. Le bras de mon père retomba à ses côtés. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, papa, continuai-je. J'ai fait ça pour le respect. Le respect que tu as accordé à Chad en 5 minutes, mais que tu ne m'as jamais accordé en 32 ans. Je me levai. C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Je les regardais tous, leurs visages désespérés et brisés. Je ne saisis pas la maison. Le soupir collectif dans la pièce fut si fort que c'en était presque un halètement. Ma mère leva les yeux, ses larmes s'arrêtant instantanément. Quoi? Je ne saisis pas, répétai-je. Et je renonce à l'ensemble de la dette de 250 000 $. À partir de ce moment, la maison est entièrement payée. Elle est à vous, libre et nette. Le coup de fouet de soulagement fut immédiat. Mon père tituba en arrière dans sa chaise, sa main sur son cœur. Daniel se contenta de fixer, ne comprenant pas. Et ma mère? Le visage de ma mère se transforma en un instant. Les larmes, la colère, le statut de victime, tout disparut, remplacé par un sourire radieux et triomphant. Oh, Serena, cria-t-elle, sa voix soudain chaleureuse et aimante. Oh, chérie, je le savais. Je savais que tu ne le ferais pas. Je savais que tu étais une bonne fille. Je leur ai dit, Marcus, je te l'avais bien dit? C'est une bonne fille. Elle l'a toujours été. Elle se précipita de son côté de la table, les bras tendus, venant m'embrasser dans une étreinte victorieuse, prête à jouer le rôle de la mère aimante qui avait gagné. Je ne bougeais pas. Je me contentais de lever la main, la paume tendue, l'arrêtant net. Elle se figea, ses bras toujours en l'air, un sourire confus et aimant toujours plaqué sur son visage. Je n'ai pas terminé, dis-je. Son sourire vacilla. La maison est à vous, dis-je, ma voix comme de l'acier, mais elle est assortie d'une condition non négociable. C'est la dernière chose que vous recevrez jamais de moi. Je regardais ma mère, mon père, ma sœur. Je place l'ensemble de mes biens, la totalité, dans une fiducie irrévocable. Et à partir de ce moment,
pas une seule personne dans cette pièce ne recevra jamais un autre centime de moi. Ni pour une réparation de voiture, ni pour une facture médicale, ni pour un cadeau de Noël, rien. Vous vouliez la maison. Vous l'avez. Mais vous ne m'aurez plus jamais. Vous êtes coupé. Ma mère était toujours figée, ses bras à moitié dans une étreinte, son visage un masque de confusion. Le sourire triomphant avait disparu, remplacé par un regard stupide et incompréhensif. Mon père fut le premier à comprendre les petits caractères. Son visage, qui avait été soulagé il y a à peine une seconde, s'assombrit. « Attends, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Qu'est-ce que tu veux dire par couper ? Tu pardonnes la maison, mais tu nous reniais ? Renier, répétai-je, en le regardant. Non, papa, c'est toi qui as fait ça. Tu as fait ça dimanche dernier lorsque tu as annoncé que Daniel méritait la maison familiale et que je n'étais qu'une idée après coup. Toi et maman n'avaient cessé de me dire toute ma vie, de 1000 façons différentes, que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille, que j'étais le guichet automatique, la personne responsable, le plan de secours. Tu l'as finalement dit à voix haute. Je me tournai vers ma mère. Je suis juste d'accord avec toi, maman. Mon argent n'est pas ton argent. Il ne l'a jamais été. Il était à moi, et je vous ai laissé l'utiliser pour garder un toit au-dessus de vos têtes. Mais le guichet automatique est fermé pour de bon. Je vous donne la maison. Elle vaut environ 400 000 $ sur ce marché. Elle est entièrement payée. Considérez cela comme une indemnité de départ finale pour 32 années de service rendu. C'est le dernier dollar que vous recevrez jamais de moi. La finalité de la chose les frappa. Ce n'était pas une victoire, c'était une amputation. Tante Janine resta assise là en silence, son jugement ayant finalement disparu, remplacé par un choc pur. Mais Daniel comprit enfin. La maison était en sécurité, mais sa tirelire personnelle, moi, avait disparu, et Chad avait disparu, et son argent n'était jamais réel. Elle était, pour la première fois de sa vie, complètement et totalement seule. Mais qu'en est-il de moi, gémit-elle soudain, sa voix se brisant. Serena, tu ne peux pas. Tu as entendu ce qu'il a dit. Chad. Il est parti. C'est un criminel. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Elle me regarda, ses yeux remplis de la terreur pure et nue d'un enfant chéri qui venait de réaliser que l'or était faux. Elle s'attendait à ce que je me précipite pour la sauver, comme on s'était toujours attendu à ce que je le fasse. Je ne la regardais même pas. Je tournai légèrement la tête vers la femme assise à côté de moi, la femme qu'ils avaient tous ignorée. « Maya, dis-je, ma voix calme et professionnelle, voudrais-tu bien parler à ma sœur ?» Maya, ma collègue, la directrice du programme de sensibilisation de notre organisme à but non lucratif, sourit gentiment à Daniel. Elle ouvrit son bloc-notes. Bien sûr, Serena. Elle regarda à travers la table ma sœur, qui la fixait avec confusion. Daniel, dit Maya, sa voix douce mais ferme, je suis Maya. Je dirige le programme d'emploi et d'autonomie de notre organisme. Je comprends que tu es actuellement au chômage et que tu auras besoin d'aide. Daniel se contenta de rester bouche bée. Quoi ? De quoi parles-tu ? Serena a déjà fait un don pour parrainer ton placement, continua Maya, comme si elle parlait à un autre client. C'est un merveilleux programme de 3 mois. Nous t'aiderons avec les compétences de base de la vie, la rédaction de CV, les techniques d'entretien, et nous avons des partenariats avec plusieurs entreprises locales qui embauchent pour des postes administratifs de premier échelon. Le premier cours commence lundi prochain. L'humiliation dans la pièce était si forte que je pouvais la goûter. Daniel, qui s'était moqué de mon travail ennuyeux, qui avait étalé ses sacs de marque et son mari riche, se voyait maintenant offrir un cours de compétences professionnelles caritatives de premier échelon par sa sœur aînée fauchée. Elle était traitée comme ce qu'elle était, un cas de charité. Je ne suis pas, bégaya Daniel, cherchant de l'aide auprès de ma mère. Mais ma mère était silencieuse, son propre monde en cendres. Tante Janine se contenta de fixer la table. Mon père était resté silencieux, ses mains crispées sur la table. Il avait observé tout cet échange, son visage devenant de plus en plus sombre. Il avait perdu la maison. Il avait perdu le contrôle de moi. Et maintenant, il regardait son enfant chéri être humilié. Il ne pouvait pas le supporter. Il repoussa sa chaise et se leva,
sa voix un grognement sourd qui emplit la salle de conférence. Tu te crois intelligente, n'est-ce pas, dit-il, ses yeux fixés sur moi. Tu te prends pour Dieu, assise ici dans le bureau de ton avocat de luxe, distribuant la charité à ta sœur, coupant ta propre mère? Il fit le tour de la table jusqu'à se tenir juste au-dessus de moi. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que ce fonds en fiducie te rend puissante? Il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, essayant d'utiliser l'ancienne intimidation qui avait fonctionné pendant 30 ans. Tu crois que ton argent est si gros? Tu crois que tu es si intelligente? Tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite fille rancunière qui joue à des jeux qu'elle ne comprend pas. Mon père se dressait au-dessus de moi, son visage à quelques centimètres du mien, sa voix un grognement sourd. Il essayait de reprendre son pouvoir, d'être le patriarche, de me faire peur pour que je me soumette. Il pensait que sa colère était sa plus grande arme. Il pensait que ses déclarations de « tu n'es rien » avaient encore le pouvoir de me blesser. Je ne bronchais pas. Je ne me penchais même pas en arrière. Je me contentais de le regarder dans ses yeux rouges et en colère. « Tu as raison, papa, dis-je, ma voix dangereusement calme. Ce n'est pas mon argent qui me rend puissante. Ce sont mes informations. » Je fis une pause, laissant sa menace suspendue dans l'air. Et j'ai presque oublié. Il y a une dernière information dont nous devons discuter. Je fis un petit signe de tête à Price. Price, qui avait observé cet échange avec l'intérêt modéré d'un scientifique observant un insecte, prit un dernier dossier mince sur la table. Ah, oui, dit Price, sa voix coupant la tension. Pendant que ma cliente s'occupait de son portefeuille immobilier personnel, Cascade Holdings était également occupé par ses actifs commerciaux. Il regarda directement mon père. Monsieur Washington, votre entreprise, Washington & Son Manufacturing, se porte plutôt bien depuis que vous l'avez créée après votre départ de la banque. N'est-ce pas? Si bien, en fait, que vous avez récemment contracté un important prêt commercial pour l'expansion. Les yeux de mon père se plissèrent. Il était confus. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? C'est ma société. Vraiment? Demanda Price avec douceur. Vous avez contracté un prêt de 5 millions de dollars auprès de SunTrust Bank il y a 3 mois pour acheter une nouvelle ligne CNC auprès d'un fournisseur en Allemagne, correct? Pour développer votre production? Oui, dit mon père, sa voix méfiante. Et alors? Nous avons obtenu le prêt. L'équipement arrive la semaine prochaine. Non, ce n'est pas le cas, dit Price. Il fit glisser un document sur la table polie. SunTrust était très heureux de se débarrasser de votre dette. Vous voyez, monsieur Washington, votre entreprise est surendettée. Votre garantie personnelle ne vaut pas ce que vous pensez. SunTrust cherchait un acheteur pour cette dette, et Cascade Holdings était plus qu'heureux de rendre service. Mon père fixa le papier. C'était un autre accord d'acquisition de prêt. Cascade Holdings a acheté votre prêt commercial de 5 millions de dollars la semaine dernière, M. Washington, continua Price, sa voix dépourvue de toute émotion. En tant que nouveau détenteur de privilèges, nous avons bloqué votre équipement au port de Savannah. Cette cargaison ne va nulle part, et, compte tenu de votre attitude franchement hostile lors de cette réunion, nous sommes préoccupés par votre stabilité en tant que partenaire commercial. Price tapota le document. Et, selon les clauses de ce prêt, si le prêteur estime que l'actif est en péril, la totalité du solde de 5 millions de dollars est exigible, avec effet immédiat. Si le visage de mon père était gris auparavant, il était maintenant couleur de cendre. Il tituba en arrière, sa main agrippant la table pour se stabiliser. Il ne tomba pas dans la chaise, il s'y effondra. Il avait enfin compris. Je ne possédais pas seulement sa maison, je possédais son héritage. Je possédais son entreprise. Je le possédais. L'homme qui m'avait traité de rien il y a quelques secondes était maintenant complètement et totalement à ma merci. Ma mère était silencieuse. Ma tante était silencieuse. Danielle était silencieuse. C'était un niveau de pouvoir qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Je me levai, ramassant mes papiers. Vous avez 30 jours, Marcus, dis-je, utilisant son prénom pour la première fois de ma vie, 30 jours pour trouver 5 millions de dollars, comme vous m'en avez donné 30 pour la maison. Je commençai à m'éloigner. Ou, dis-je en m'arrêtant à la porte, vous pouvez accepter mes vraies conditions. J'entendis un bruit brisé derrière moi. Quelles conditions, murmura mon père,
sa voix sèche et rauque. Que voulez-vous? Je baissai les yeux sur mon père, l'homme qui m'avait dominé il y a quelques instants, et qui avait maintenant l'air petit, les épaules affaissées dans son costume coûteux. C'était un roi qui venait de réaliser que tout son royaume appartenait à quelqu'un d'autre. Son murmure, quelles conditions, était le son d'une reddition totale. Je ne lui répondis pas tout de suite. Je retournai à mon côté de la table. Je regardai Daniel, qui m'observait avec des yeux grands et terrifiés. Condition numéro 1, dis-je, ma voix claire et ferme, Daniel, tu accepteras l'offre de Maya. Tu t'inscriras au programme d'autonomie. Tu assisteras à tous les cours. Tu apprendras à rédiger un CV. Et tu trouveras un emploi, un vrai emploi, un emploi que tu obtiendras par tes propres mérites. Tu as 6 mois pour devenir financièrement indépendante. Je ne serai pas ton filet de sécurité. Tu ne recevras pas un seul dollar de moi ou de Cascade Holdings. Tu apprendras, pour la première fois de ta vie, à te tenir debout par toi-même. Daniel se contenta d'acquiescer, engourdi. La combativité avait disparu. Puis je me tournai vers ma mère. Elle m'observait, son expression mêlant peur et ressentiment. Condition numéro 2, dis-je, toi et papa commencerez une thérapie familiale obligatoire avec moi, avec un thérapeute agréé de mon choix. Nous n'allons pas balayer ça sous le tapis. Nous n'allons pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Nous allons parler des 30 dernières années. Nous allons parler de l'enfant chéri et du bouc émissaire. Nous allons parler des mensonges. Et je vais entendre de vraies excuses. Pas seulement je suis désolé que tu le ressentes ainsi. Je vais entendre, je suis désolé de ce que j'ai fait. Nous continuerons jusqu'à ce que je sois satisfaite que vous compreniez les dégâts que vous avez causés. Le visage de ma mère se crispa. Elle détestait l'idée, mais elle regarda mon père, et elle vit qu'il n'avait pas le choix. Elle fit un signe de tête raide et saccadée. Enfin, je regardai mon père. Il n'était plus qu'un homme abasourdi. Et condition numéro 3, dis-je, Washington and son manufacturing. Vous allez convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Lors de cette réunion, vous me nommerez au conseil d'administration, et vous voterez oui. Il commença à protester, un réflexe. Mais tu ne connais rien à la fabrication. C'est. Je n'ai pas besoin, l'interrompis-je. Je sais tout sur le risque. Je sais que vous êtes surendetté, que votre chaîne d'approvisionnement est un désastre, et que vous êtes terrible avec l'argent. Vous ne me nommez pas parce que je suis votre fille. Vous me nommez parce que je suis votre créancier de 5 millions de dollars. Je suis la banque, et la banque va maintenant avoir un siège à la table pour protéger son investissement. Je ne vous laisserai pas ruiner mon actif comme vous l'avez presque fait avec le dernier. Je laissai les conditions planer dans l'air, la reddition totale et inconditionnelle de leur vie, en échange de la ruine financière que je pouvais leur infliger en un instant. J'observais mon père, le fier patriarche, l'homme qui m'avait dédaigné. J'observais la guerre intérieure sur son visage, la fierté, la rage, l'humiliation, et finalement la froide et dure réalité. Lentement, douloureusement, il releva la tête. Il me regarda, et pour la première fois, je pense qu'il me vit vraiment. Pas sa fille, pas son distributeur automatique. Il vit la personne qui détenait toutes les cartes. Et d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, il dit « J'accepte ». Ma tante fixa simplement la table. On aurait dit qu'elle voulait être n'importe où ailleurs dans le monde. J'acquiesçai une fois. Il n'y avait ni triomphe, ni joie, juste une faim froide et silencieuse. Je ramassai ma mallette. Je regardai Price, qui était déjà en train de rassembler ses dossiers, son expression parfaitement neutre. « Maya, merci d'être venue, dis-je. » Maya m'adressa un signe de tête, puis donna une carte de visite à Daniel. « Je t'attends lundi, Daniel, » dit-elle gentiment. Je me dirigeai vers la porte de la salle de conférence. Ma famille était juste assise là, un portrait ruiné d'une famille. J'ouvris la porte et m'arrêtai, regardant une dernière fois en arrière. Price vous contactera pour finaliser les nouvelles clauses du prêt, Marcus, et pour programmer notre première séance de thérapie, maman. Je sortis dans le couloir. La présentation, dis-je à l'air vide, est terminée. Les semaines qui suivirent furent calmes et difficiles. Mon père, sans autre choix, accepta mes conditions. Le prêt de 5 millions de dollars fut restructuré, Cascade Holdings en tenant désormais les rênes. Mes conditions n'étaient pas des suggestions, c'étaient des engagements.
Les séances de thérapie étaient brutales. Les 2 premières, ma mère resta assise là, les bras croisés, rayonnant une fureur silencieuse. Mon père fixa simplement le sol, répondant aux questions du thérapeute par des monosyllabes. C'est lors de la 3e séance que le barrage céda finalement. La thérapeute, le docteur Ray, une femme perspicace que je respectais, posa à ma mère une question simple. « Brenda, de quoi aviez-vous peur? Que pensiez-vous qu'il arriverait si Serena réussissait ?» Ma mère resta silencieuse pendant longtemps, puis, pour la première fois, elle me regarda vraiment. Sa voix était faible. J'étais jalouse. Je la fixai simplement. « Tu as toujours été si capable, » murmura-t-elle, l'aveu lui arrachant les mots. « Tu étais comme ton père avant. Tu étais intelligente. Tu étais indépendante. Tu n'avais jamais besoin de moi, pas comme Daniel en avait besoin. J'avais peur. J'avais peur que ton père te voie et ne me voie pas. J'avais peur qu'il t'aime plus. » Ce n'était pas une excuse, mais c'était la première chose honnête qu'elle m'avait dite en 30 ans. Quelques jours plus tard, je reçus un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une photo d'une tasse de café avec un latte posé sur le comptoir d'un restaurant bon marché. Le texte qui suivit disait « J'ai reçu mon premier chèque de paie. Ce n'est pas grand-chose, mais je l'ai gagné. Merci de ne pas m'avoir laissé sombrer avec lui. » C'était de Daniel. Elle avait trouvé un emploi d'hôtesse dans un restaurant de petit déjeuner. Elle avait adhéré au programme de Maya. C'était un début. Je ne répondis pas, mais je sauvegardai le message. La nouvelle concernant Chad éclata une semaine après cela. L'enquête de la SEC, que mon algorithme avait prédite, devint publique. Il fut arrêté, accusé de multiples chefs d'accusation de fraude électronique. Son visage fit la une des journaux locaux d'Atlanta, une parade de détenus dans un costume froissé. Ma famille ne mentionna même pas son nom. Il avait simplement disparu. Ma nouvelle vie, cependant, ne faisait que commencer. Ma première réunion du conseil d'administration de Washington & Son Manufacturing fut aussi tendue qu'on pouvait s'y attendre. Mon père était assis en bout de table, et moi à l'autre bout. Son équipe de managers à l'ancienne me regarda avec un scepticisme évident. Je ne parlais pas de sentiments. Je ne parlais pas du passé. J'ouvris simplement mon ordinateur portable. « Messieurs, dis-je, j'ai effectué une analyse des risques sur votre chaîne d'approvisionnement actuelle, et les chiffres sont alarmants. Votre fournisseur unique en Allemagne est un passif massif. Votre ratio d'endettement est insoutenable, et vos projections de flux de trésorerie sont basées sur des chiffres de ventes imaginaires. » Je passai l'heure suivante à démanteler l'ensemble de leur modèle commercial, non pas avec colère, mais avec des données froides et dures. Quand j'eus terminé, la salle était silencieuse. Les managers regardèrent mon père, s'attendant à ce qu'il défende son héritage. Il resta simplement assis là, regardant la feuille de calcul sur l'écran principal. Il avait déjà vu mes données. Il savait de quoi j'étais capable. Il finit par s'éclaircir la gorge. Il ne me regarda pas, il regarda son équipe. Elle a raison. La chaîne d'approvisionnement est un désastre. Nous devons changer. Nous devons écouter. C'était le début. Il ne m'avait pas appelé fille. Il ne m'avait pas appelé Serena. Il avait simplement dit que j'avais raison. Et pour l'instant, c'était suffisant. 1 an plus tard, c'était la fête de l'Action de grâce. La scène était très différente. Je n'étais pas dans mon petit appartement d'une chambre, et je n'étais certainement pas chez mes parents en banlieue. J'étais chez moi, celui que je possédais en secret depuis 5 ans, un appartement penthouse donnant sur Centennial Park avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur toute la ligne d'horizon d'Atlanta. C'était la maison que j'avais construite pour moi, celle dont il n'avait jamais su l'existence. La sonnette retentit. J'ouvris, et mes parents, Marcus et Brenda, se tenaient là. Ils avaient l'air plus petits, humiliés. Mon père tenait une bouteille de cidre pétillant. Ma mère tenait un récipient Tupperware. « J'ai préparé ta salade de pommes de terre préférée, Serena, dit-elle, sa voix douce. Elle n'essaya pas de me serrer dans ses bras, elle me tendit simplement le récipient. « Merci, maman, dis-je. Et je le pensais. Je le pris de ses mains. Entrez. » Ils entrèrent dans ma maison, les yeux écarquillés. Ils n'étaient jamais venus ici. Ils regardèrent l'art sur les murs,
la cuisine spacieuse et ouverte, mais ils ne commentèrent pas l'argent. Ils ne parlèrent pas de la vue. Ils restèrent simplement silencieux. Ma sœur Danielle était déjà là, assise sur le canapé. Elle parlait à Maya. Danielle avait l'air bien. Elle portait une robe simple. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et elle riait de quelque chose que le mari de Maya avait dit. Elle travaillait depuis 8 mois comme assistante administrative dans un cabinet dentaire. Le mois dernier, elle m'avait envoyé un texto me disant qu'elle s'était inscrite à son premier cours du soir dans un collège communautaire. Comptabilité, avait-elle écrit, allez comprendre. Maya et sa famille étaient là parce qu'ils étaient ma famille, les gens avec qui je travaillais tous les jours, les gens que je respectais et qui me respectaient. Mon père s'approcha de la fenêtre, regardant dehors. C'est une belle vue, Serena, dit-il. Merci, papa, répondis-je. La journée fut normale. Elle fut calme. Il n'y eut pas de tension, pas de commentaires acerbes, pas d'enfants chéris ni de boucs émissaires. Mon père et le mari de Maya parlèrent de football. Ma mère et Maya parlèrent de recettes. Et Daniel? Daniel m'aida dans la cuisine. Peux-tu écraser ces pommes de terre, demandai-je. Elle me regarda, surprise. Moi? Tu me fais confiance? Ce ne sont que des pommes de terre, Daniel. Tu ne peux pas les frauder. Elle tressaillit, puis sourit, un vrai petit sourire. Oui, d'accord, je peux faire ça. Nous travaillâmes en silence pendant quelques minutes. Il a été condamné la semaine dernière, dit-elle doucement. Chad? Je savais. 10 ans, dis-je. Oui, dit-elle. J'ai envoyé ma déclaration de victime. Maya m'a aidé à l'écrire. Elle s'arrêta, écrasant les pommes de terre. Merci de ne pas, tu sais, m'avoir laissé sombrer avec lui. J'étais si stupide. J'ai été si horrible avec toi. Oui, tu l'as été, dis-je. Je suis désolé, Serena, dit-elle, sa voix étranglée. Je le suis vraiment. Je sais, Daniel, dis-je. Et je le savais. Nous nous assîmes pour manger. La nourriture était bonne. La conversation était légère. C'était juste la fête de l'Action de grâce. Mon téléphone, posé sur le comptoir, vibra. Je jetai un coup d'œil. C'était un appel de papa. Mon cœur fit un petit bond étrange. Il était assis juste en face de la table. Il m'appelait. Il me vit regarder le téléphone, et son propre visage eut l'air confus. Il chercha son propre téléphone dans sa poche. Oh mince, marmonna-t-il. J'ai dû t'appeler involontairement. Désolé, Serena. Il s'apprêta à raccrocher, mais je regardai mon téléphone puis lui. C'est bon, papa, souris-je. Je vais décrocher. Je répondis au téléphone. Allô? Mon père, me regardant de l'autre côté de la table, son visage mêlant confusion et compréhension naissante, porta son propre téléphone à son oreille. Salut, Serena, dit-il, sa voix douce. Salut, papa, dis-je, ma voix tout aussi douce. Toute la table avait cessé de nous regarder. Je voulais juste. Balbutia-t-il. Je voulais juste dire. Je t'aime, Serena. Je suis vraiment fier de toi. Des larmes me piquèrent les yeux, les mots que j'avais attendus pendant 32 ans. Ils n'étaient pas venus comme une grande déclaration. Ils étaient venus comme un accident. Une vérité accidentelle, authentique. Je lui souris, mon vrai sourire, total. Je t'aime aussi, papa. Je suis fier de toi aussi. Nous raccrochâmes, et la table resta silencieuse pendant un instant, puis Maya leva son verre. À la famille, dit-elle, de toutes sortes. Et nous levâmes tous nos verres. Mes parents ont dit que ma sœur méritait la maison, alors ils lui ont tout laissé. Ensuite, ils m'ont envoyé un texto pour que je couvre l'hypothèque. J'ai répondu, demandé au propriétaire. 2 jours plus tard, ils m'ont appelé en pleurant. Et cette fois-là, je n'ai pas décroché. Je les ai laissés tomber. Mais aujourd'hui, quand mon père appelle, je décroche. Quand ma sœur envoie un texto, je réponds. Parce que j'ai appris que la plus douce des vengeances n'est pas de détruire sa famille. C'est de les forcer à voir la vérité. Et dans l'épave, si vous avez de la chance,
vous trouverez l'espace pour en construire une nouvelle, une vraie, selon vos conditions. Voici la leçon apprise et l'appel à l'action basé sur l'histoire de Serena. La leçon la plus puissante de l'histoire de Serena est que la véritable responsabilité est souvent confondue avec la cruauté. Pendant une décennie, elle a absorbé leur manque de respect tout en les sauvant secrètement. Quand ils l'ont poussée trop loin, elle n'a pas seulement pris sa revanche, elle a pris le contrôle. Elle nous enseigne que la vraie force ne consiste pas seulement à construire une richesse secrète. Il s'agit d'avoir le courage d'utiliser ce pouvoir pour démanteler un système familial toxique. Fixer des limites fermes et inébranlables n'est pas sans cœur. C'est l'acte nécessaire et douloureux de forcer ceux qui vous ont blessé à enfin faire face à la vérité et aux conséquences de leurs actions. Avez-vous déjà eu à fixer une limite difficile à une famille qui vous tenait pour acquis? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous.